Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver lors de cette vidéo pour vous présenter un nouvel ouvrage de biochimie également de la biochimie prébiotique, intitulé Les origines de la vie, de l'atome à la cellule. C'est un propre ouvrage donc de ma bibliothèque personnelle de biochimie. Voilà donc l'ouvrage Les origines de la vie, de l'atome à la cellule de Joël de Rosnaï. C'est un ouvrage fort intéressant qui trace bien sûr le scénario de la genèse de la vie sur Terre à partir donc des molécules inorganiques qui ont régné donc dans l'atmosphère primitive et dans les eaux primitives bien sûr il y a presque 1 milliard d'années. Voilà le livre Les origines de la vie. Voilà donc une photo de Joël Asmonaï de son laboratoire dans l'Institut Pasteur bien sûr. Alors, la première partie c'est qu'est-ce que la vie? Donc, il y a les anciennes théories de l'origine de la vie à l'échelle microscopique, la vie à l'échelle moléculaire, d'où vient la vie, et les nouvelles théories de l'origine de la vie, de la formation de l'univers aux premières molécules organiques, la complexification des molécules organiques également, le passage évolutif de la frontière entre l'inertie et le vivant, les premiers organismes vivants, ainsi qu'un index et une bibliographie et les illustrations. Donc, la première partie, qu'est-ce que la vie? Voilà. Donc, la génération spontanée des êtres vivants, à partir des idées de l'Antiquité, le Moyen-Âge et le début de l'ère scientifique, donc Aristote, le déclin de la théorie de la génération spontanée, donc les premières expériences donc de Francisco Redi, donc pour donc l'étude de la génération spontanée, donc l'exploration de l'infiniment petit et la découverte du monde de la vie invisible, avec bien entendu le biologiste hollandais Antoine van Leeuwenhoek qui va décrire pour la première fois le monde des micro-organismes, c'est-à-dire le monde invisible, des levures, des bactéries, des protozoaires, des infusoires et ainsi de suite. Alors ici, donc la lutte finale et la victoire de Pasteur, donc les expériences de Pasteur donc, qui ont infirmé bien sûr la théorie de la génération spontanée. Voilà Félix Pouchet, microbiologiste bien sûr français. Voilà donc la verrie utilisée bien sûr dans le laboratoire de Louis Pasteur. Voilà Louis Pasteur donc avec ses expériences, avec ses fameuses expériences. Voilà donc le protocole expérimental qui a été suivi par Louis Pasteur bien sûr pour infirmer la théorie de la génération spontanée. Donc la théorie du passé et la théorie de l'évolution, la mise en lumière de l'évolution biologique, notamment avec les travaux de Lamarck, de Haeckel, de von Haller, ainsi que Darwin, Johansen, Devers, Weismann et ainsi de suite. Voilà, Charles Darwin. Conséquences donc la théorie de Darwin, les modifications, les variations, ainsi que la sélection naturelle. Voilà l'arbre généalogique
des êtres vivants. Donc avec les vertébrés, donc les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les poissons, les amphibiens, donc, aussi donc les invertébrés, les éponges, les oursins, les coraux, les procordés, les vers, les mollusques, les arachnides, les insectes, les crustacés. Donc c'est l'arbre d'évolution des plantes et des animaux à partir des protistes et des bactéries. Donc les spongiaires, les quelontrés, les échinodermes, les platelminthes, les nématodes, les annélides. Pour les plantes, les bryophytes, les gymnospermes et les angiospermes, bien sûr. Voilà donc les germes venus de l'espace ou le hasard créateur, c'est-à-dire la création ou le créationnisme par un hasard, ou bien la fameuse théorie de la panspermie due à Arrhenius. C'est la théorie donc des micro-organismes ou bien des molécules organiques véhiculées par les poussières cosmiques, donc véhiculées par la pression des radiations, donc auraient été soumis pendant leur long voyage à des conditions très sévères. Donc il est fort probable que ces germes eussent survécu, ou bien ces molécules organiques donc ne se sont pas détruites bien sûr par les effets physiques sévères notamment, ou bien les conditions physico-chimiques sévères, notamment le rayonnement cosmique, les radiations ultraviolettes, ainsi que les températures extrêmes. Voyons maintenant donc la théorie donc le hasard créateur. Donc les germes de vie nés au hasard. Donc pour la plupart des scientifiques à qui l'hypothèse de la panspermie semblait une solution de facilité, cherchant à élucider ou bien à éluder le véritable problème de l'origine de la vie, il ne restait plus comme explication que le hasard créateur. Donc, cette conception est encore fort répandue. Selon elle, l'apparition soudaine à une époque très ancienne de l'histoire de la Terre d'organismes tels simples, analogues à des virus, aurait été le fait d'une combinaison chimique accidentelle causée par la rencontre fortuite de certaines substances se trouvant dans les proportions requises. Pour qu'un événement aussi improbable puisse se produire, ne se fut qu'une seule fois. Il suffit d'imaginer une durée suffisamment longue, laisser sa chance au hasard, comme le dit George Wald, le prix Nobel de médecine, bien sûr, en 1967, pour la découverte du cycle photochimique de la rétine, de la vision, bien sûr. Avec le temps, l'impossible devient possible. Le possible probable devient donc le probable virtuel, ou bien le probable virtuellement certain. Donc les gènes nus ainsi formés ne seraient donc ensuite développés et reproduits pour donner naissance par le jeu des mutations et de la sélection naturelle à tout le monde vivant. Donc les gènes nus, c'est-à-dire donc des ADN donc qui ne sont pas bien sûr complexés ou bien combinés avec des protéines, ou bien qui ne sont pas protégés par des protéines, comme pour le cas des virus par exemple. Alors maintenant, le monde invisible des micro-organismes. Voilà. Donc, les échelles de dimension, bien les échelles de grandeur des micro-organismes. L'exemple d'un animal primitif, le gué, la paramécie. Bien sûr, c'est un protozoaire, c'est-à-dire un animal unicellulaire possédant une seule cellule. Donc voilà donc la paramécie, donc les cils, les organes de mouvement, la membrane, les vésicules contractiles, la bouche cellulaire, le noyau, le pharynx et le sac digestif. Donc un modèle d'un animal unicellulaire. Ici, donc, un modèle bien sûr primitif d'une plante chlorophyllienne unicellulaire qui est bien sûr la
Chlamydomonas. Donc c'est un algue flagellée bien sûr. Voilà donc la comparaison entre la taille de la paramécie et de l'algue bien sûr. Voilà ici. Et bien entendu de l'algue Chlamydomonas. Voilà donc la cellule, donc les parois cellulosiques, les réserves d'amidon, les centres de synthèse des protéines, c'est-à-dire des ribosomes, les réseaux de chlorophylle, les chloroplastes et les mitochondries, le noyau, la flagelle et la tache oculaire. Les bactéries, donc des êtres utiles ainsi que redoutables, des êtres prokaryotes, c'est-à-dire ils ne présentent pas de vrais noyaux au sens du terme, mais présentent un chromidium ou bien un nucléoïde non délimité par une double membrane comme le noyau des cellules eucaryotes. Voilà les différentes bactéries, donc les coques, les spirochètes, les vibrions, les bacilles, les rickettsis, les mycoplasmes et ainsi de suite. Les virus à ARN et les virus à ADN. Donc, on classifie les virus selon leur symétrie, icosaédrique, hexagonale, cubique, et ainsi de suite. Selon l'acide nucléique, c'est-à-dire les ribovirus ou les désoxyribovirus, et selon les capsomères bien sûr, et selon la présence d'une enveloppe phospholipidique entourant la capside protéique. Voilà donc des virus, des micro-organismes ici. Voilà donc le virus de la mosaïque du tabac et le bactériophage T2. Donc le premier virus qui a été cristallisé, c'était le virus de la mosaïque du tabac par William Stanley et Northrop. Et cette découverte ou bien cet exploit lui ont valu donc le prix Nobel de chimie en 1946. Voilà les étapes de la reproduction d'un virus. Voilà donc une image par microscopie électronique ou bien une électronographie d'une bactérie attaquée par des bactériophages. Voilà ici donc le virus de la mosaïque du tabac, une image par microscope électronique. Vous voyez le bactériophage T2 par microscopie électronique également. Alors les caractéristiques des organismes vivants donc, sont les propriétés de la vie, c'est-à-dire l'individualisation, la nutrition, la respiration, la fermentation, la reproduction, le mouvement et la mort. Et les fonctions et les structures fondamentales des êtres vivants, donc ce sont les fonctions de nutrition, de relation et de reproduction. Donc, et les principales propriétés sont l'autoconservation, l'autoreproduction et bien sûr, régulation. Donc ici, on va aborder maintenant la vie à l'échelle moléculaire. Donc l'autoconservation, donc la cellule a besoin d'énergie pour bien sûr contourner la deuxième loi de la thermodynamique, c'est-à-dire l'accroissement de l'entropie. Et bien sûr, toutes les fonctions biologiques de la cellule doivent consommer de l'énergie. Donc toute l'énergie qui actionne la machine cellulaire vient bien sûr de l'énergie lumineuse. Transformation de l'énergie du rayonnement solaire en énergie chimique, bien sûr, par la photosynthèse, ainsi que l'emmagasination de cette énergie dans l'ATP. La photosynthèse, bien sûr, s'effectue dans les chloroplastes, des organites intracytoplasmiques. Voilà donc les chloroplastes ici. Donc la membrane, le stroma, le grana, bien sûr, les thylakoïdes, et ainsi de suite. Voilà, chloroplaste donc provenant d'une cellule d'avoine. Alors maintenant donc
Que va-t-il passer si un électron reçoit un surplus d'énergie, bien sûr, sous forme de photons de lumière ou de chaleur? Il saute brusquement sur une orbite plus éloignée du noyau, orbite correspondant à un niveau énergétique plus élevé. Mais au bout d'un temps très court, cet électron retombe ou bien revient à son niveau énergétique de départ en restituant l'énergie qu'il avait reçue sous la forme d'un autre photon. Le phénomène vie, c'est intercalé entre, bien sûr, l'émission, entre l'absorption et l'excitation et la réémission en forçant l'électron à retomber dans sa propre machinerie. En effet, ces sauts d'électrons se produisent en un nombre incalculable de fois dans les molécules de chlorophylle rangées dans le chloroplaste. Il se répète chaque fois que la feuille est éclairée par les rayons du soleil ou par n'importe quelle autre source lumineuse. La particularité de la chlorophylle donc est de faciliter ces arrangements d'orbite. Cependant, l'énergie de ces électrons excités, retournant à leur niveau énergétique de départ, serait perdue si ces électrons n'étaient pas canalisés dans les structures bien sûr adéquates. De la sorte que le faible courant électrique qu'il crée peut être mis à profit donc pour fournir de l'énergie sous une forme facilement utilisable dans des synthèses chimiques par exemple, ou bien dans des transports membranaires actifs. Voilà donc ici le chloroplaste donc assimilé à une usine à photosynthèse. La deuxième étape, donc la respiration, il s'effectue dans les mitochondries. Bien sûr, il se débute par la glycolyse, liée à l'oplasme, par le cycle de Krebs, bien sûr, un cycle de citrate de Krebs dans les mitochondries, dans la matrice, ainsi que la chaîne respiratoire, donc dans la membrane interne, ainsi que la phosphorylation oxydative, qui conduit bien sûr à la synthèse de l'ATP. Ici donc la mitochondrie, centrale énergétique de la cellule. Maintenant l'autoreproduction, donc les protéines et les acides nucléiques, l'ADN. Ici les lauréats du prix Nobel de chimie et de médecine, prix Nobel de chimie à Max Perutz et John Kendrew pour la découverte de la structure secondaire et quaternaire de l'hémoglobine. Et pour le prix Nobel de médecine, il a été attribué à Francis Crick, James Watson et Maurice Wilkins, structure en double hélice de l'ADN. Ici donc le modèle de duplication de l'ADN, de duplication semi-conservatif. Ici bien sûr la structure moléculaire de l'ADN et des protéines. Voilà la double hélice de l'ADN selon le modèle de Crick et Watson. Ici donc les constituants de l'ADN, bien sûr les bases azotées, puriques et pyrimidiques, l'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine, et bien sûr le désoxyribose et l'acide phosphorique. Voilà donc les bases azotées. Ici donc un polynucléotide. Donc les nucléotides sont reliés par des liaisons phosphodiester dues donc à l'estérification du groupement hydroxyle du sucre, le groupement en 3' par l'acide phosphorique. Voilà donc les paires adénine, thymine et guanine, cytosine. Ici donc la structure de la macromolécule d'hémoglobine, donc établie par Max Perutz, le prix Nobel de chimie. Ici donc la structure toujours de l'hémoglobine. Elle est faite d'environ 10 000 atomes. Ici donc la fabrication des protéines dans la cellule. Donc la machinerie cellulaire est assimilée ici à une usine. Voilà les étapes de la synthèse des protéines ou bien la protéosynthèse, l'initiation, l'élongation ainsi que la terminaison. Cette protéosynthèse donc s'effectue au ribosome bien entendu et il fait intervenir les ARN messagers, les ARN de transfert ainsi que les ARN ribosomales comme des catalyseurs pour la formation de la chaîne peptidique. Ici une photo donc de André Louf, Jacques Monod et François Jacob, les 3 prix Nobel de médecine en 1965. Voilà, dans leur laboratoire. Maintenant donc
étudions l'autorégulation. Donc, la rétroaction donc, comme caractéristique essentielle des mécanismes autorégulateurs. C'est donc un exemple de la rétroaction. La rétroaction en biologie moléculaire. On voit ici donc le système de régulation chimique, les enzymes, les métabolites et les ADN et les ARN messagers ainsi que leurs relations rétroactives. Voilà donc le mécanisme de rétroaction. Ici donc les gènes régulateurs, les opérateurs et les répresseurs ainsi que les gènes de structure. Donc, ce processus ne s'interrompt jamais dès que la concentration en métabolites d'un certain type baisse. Le système de régulation chimique rouvre bien sûr l'interrupteur qui commande sur l'ADN le flux d'informations nécessaires à la fabrication de telle ou telle enzyme. Donc, il reste maintenant à savoir d'où vient la vie. Alors, la théorie évolutionniste est l'origine de la vie. Une nouvelle donc, théorie de l'origine de la vie. Ici, donc, Teilhard de Chardin. La complexité et la durée. Ici, donc, comment se représenter la complexité. Voilà. Comment se présenter la durée. Voilà donc les micro-organismes qui ont été retrouvés par le docteur Bargoun dans les roches sédimentaires, âgées donc de 2 milliards d'années ici. Voilà l'échelle de l'évolution de la vie. L'évolution donc prébiologique ou bien prébiotique. L'hypothèse de l'évolution chimique de Oparin et Haldane. Voilà le biochimiste russe Alexandre Oparin. Et voilà le biochimiste anglais Haldane, John Haldane. Voilà Harold Urey, prix Nobel de chimie en 1934. Donc, et l'expérience bien sûr historique de la synthèse des acides aminés de Stanley Miller sous la direction de Harold Urey en 1953. Voilà le dispositif utilisé par Stanley Miller pour la synthèse prébiotique bien sûr des acides aminés par un mélange de méthane, d'ammoniac et d'hydrogène, donc avec une décharge électrique de 100 000 ampères. Donc il a abouti à la formation d'une centaine de types d'acides aminés qu'il a pu donc les séparer et les identifier par la chromatographie sur couche mince. Les conséquences de cette expérience donc spectaculaire et historique, c'était donc l'évolution moléculaire. Alors donc la reconstitution en laboratoire des principales étapes de l'évolution prébiotique ou bien prébiologique, basée bien sûr sur les idées d'Alexandre Oparin et de John Haldane ainsi que Harold Urey. Donc de la formation de l'univers ici à l'apparition des premières molécules organiques. Donc l'origine de l'univers, donc on peut citer donc la théorie de Big Bang, on peut citer la théorie de collision des brins, aussi donc les fluctuations quantiques de vide, et ainsi de suite. Donc les origines profondes de l'univers qui ont conduit après 1 milliard d'années de Big Bang à la formation bien sûr des étoiles et des galaxies. Donc les observations et la théorie. Ici donc la formation des galaxies et des étoiles. Et bien sûr les étoiles sont les usines nucléaires de la formation des éléments par bien sûr les réactions de fusion nucléaire. Malgré que la première nucléosynthèse a eu lieu donc après juste une seconde après le Big Bang, donc la formation des éléments légers, mais donc l'existence du rayonnement fossile, le rayonnement donc bien sûr micro-ondes, le fond micro-ondes cosmique, donc a empêché donc la formation des éléments lourds jusqu'à bien sûr leur formation dans les étoiles. Après la recombinaison atomique, après la recombinaison moléculaire sur Terre bien sûr, donc la Terre donc c'est comme un réacteur chimique. Ici la formation des premières molécules, l'hydrogène, l'azote,
bien sûr le CO2, le méthane, l'ammoniac, le formaldéhyde, le sulfure d'hydrogène, et ainsi de suite. Donc ce sont des molécules donc, qui ont abouti à la formation, bien sûr, des premières molécules biologiques. Ici donc la reconstitution en laboratoire des premières étapes de l'évolution prébiologique, la simulation des conditions primitives et la synthèse des briques de la matière vivante en utilisant bien sûr la radiosynthèse par l'effet des radiations, donc des cyclotrons par Melvin Calvin, l'électrosynthèse, l'effet des décharges électriques, et la photosynthèse, l'effet bien sûr des ultraviolets et des rayonnements ionisants comme les rayons X et les rayons gamma. Voilà. Revenons sur les caractéristiques chimiques de la Terre primitive. La première des choses, donc, c'est un milieu aqueux ou alternativement sec et humide. Milieu basique, donc la présence d'ammoniac et l'ammoniac dans l'eau. Et la catalyse, bien sûr, ce qui catalyse certaines réactions, donc la catalyse basique. Un milieu réducteur, donc une grande disponibilité en électrons, ce qui favorise des synthèses chimiques. Température moyenne d'environ 150 degrés Celsius, donc surface les plus chaudes à proximité des zones d'activité volcanique. Bien sûr, les sources d'énergie, c'était l'énergie solaire, l'énergie des orages, les décharges et les éclairs électriques, l'énergie des intégrations radioactives et les énergies des volcans. Bien sûr, les simulations donc, en laboratoire, donc les lampes ultraviolets, les décharges électriques, le cyclotron, les accélérateurs de particules et le four électrique. Ici donc le dispositif de Ponamperuma, donc de la division d'exobiologie de la NASA. Donc cet appareil utilise utilisé pour des synthèses organiques ou bien pour des synthèses abiotiques. Donc le ballon supérieur contient des gaz qui simulent l'atmosphère primitive de la Terre, dépourvue d'oxygène bien entendu. Les produits organiques s'accumulent dans le ballon inférieur qui figure donc les océans originels. Voilà. Donc les composés lourds qui se forment dans la haute atmosphère vont vers les couches les plus basses et les plus denses. Ils s'enfoncent dans l'eau ou s'accumulent dans les crevasses et les fissures du sol, ce qui les protège de la destruction par les radiations ultraviolettes. Si certaines molécules jouent un rôle de catalyseur de transformation, leur concentration en régime stationnaire peut donc augmenter très rapidement. Il n'y a pas encore d'oxygène dans cette atmosphère. Par conséquent, les composés organiques donc, ne subissent pas l'oxydation à l'air. Et enfin, il n'existe aucun être vivant capable de détruire les matières organiques. Donc rien ne pouvait donc empêcher les molécules organiques de s'accumuler sur Terre dans les lagunes et les mers primitives et de continuer à réagir pendant des centaines de millions d'années. Voilà donc la complexification des molécules et l'accumulation des produits organiques et les premières réactions primitives. Réactions donc chimiques et les ondes subvitales. Les molécules organiques complexes dont les propriétés préfigurent celles de la vie, donc les ancêtres des protéines, les protéinoïdes, les microsphères de Fox, les quacerva de Haldane, les ancêtres des acides nucléiques. Voilà donc l'expérience de Schramm qui a conduit donc aux nucléoïdes ou bien les ancêtres des ARN biologiques. Ici donc la prolifération moléculaire, donc la prolifération des premières molécules prébiotiques par l'auto-assemblage, par les réactions d'auto-catalyse, ainsi par des processus similaires à la coagulation, à la conservation, à la croissance cristalline, à la nibulation et ainsi de suite. Voilà donc les molécules conduisant l'énergie à distance, donc par des liaisons délocalisées et par des liaisons doubles et multiples. Donc l'importance de ces liaisons multiples, la forme spatiale d'une molécule donc est déterminée par sa squelette rigide formé de liaisons simples. Les électrons donc sont alors prisonniers de ces liaisons et ne peuvent se lâcher sans modifier aussitôt la forme de toute la molécule. Ce sont les transitions configurationnelles. Par contre, dans une liaison double ou triple, deux électrons continuent à assurer le lien rigide entre les atomes, mais les deux autres ou bien les trois autres libérés au-dessus et au-dessous de la liaison
en constituant une sorte de petit nuage électrisé dont les propriétés sont tout à fait particulières. En effet, plusieurs liaisons doubles peuvent se suivre dans une chaîne d'atomes, c'est le cas de la conjugaison, si elles sont séparées les unes par les autres par un intervalle régulier correspondant à une liaison simple, donc, et si elles se trouvent dans un même plan coplanaire, les électrons de chaque nuage peuvent s'écouler tout le long de la chaîne par une série de relais. C'est ce que montrent donc les flèches colorées ici. La chaîne donc se ferme sur elle-même en un cycle, donc pour donner bien sûr l'adénine, la porphyrine, les acides aminés aromatiques et ainsi de suite. Les électrons donc se propagent en circuit fermé, ce sont les courants annulaires bien sûr, les courants diamagnétiques annulaires. Il en résulte bien sûr un nuage unique, fluide et très mobile qui flotte de chaque côté du plan formé par la molécule plate. Voilà ici les porphyrines et voilà l'adénine. Les molécules donc qui s'isolent de l'eau, donc la formation des membranes biologiques et des couches phospholipidiques. L'arbre généalogique bien sûr des molécules ici, donc à partir de molécules simples, à partir des atomes, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote et le soufre ainsi que le phosphore. Donc il donne les molécules simples, l'acide phosphorique, l'ammoniac, le méthane, le formaldéhyde, plutôt l'acide cyanhydrique et ainsi de suite. L'ammoniac donc qui donne son tour bien sûr le formaldéhyde, qui enfin donc aboutit aux acides gras ainsi qu'au sucre, les ribos, bien sûr les monosaccharides comme le glucose et le ribose. Ainsi donc à partir du formaldéhyde on peut aboutir au glycérol. Le glycérol et les acides gras peuvent par estérification donner les lipides. Bien sûr les sucres, le glucose donc peut donner les polysaccharides comme l'amidon et la cellulose et la glycogène. Bien sûr le ribose peut entrer dans la constitution des nucléosides ainsi que les nucléotides. Bien sûr l'adénine peut se former à partir de l'acide cyanhydrique. Aussi l'urée donc pour donner donc l'uracile. Aussi donc l'ammoniac, le méthane, la vapeur d'eau et le sulfure d'hydrogène peuvent donner donc les acides succiniques, les hydrocarbures et enfin les acides aminés. Les acides aminés donc peuvent donner bien sûr les porphyrines ainsi que les protéinoïdes et enfin les protéines. Bien sûr les nucléotides peuvent donner les polynucléotides qui peuvent aboutir bien sûr aux ARN et après aux ADN. Donc voilà donc une arbre généalogique des molécules de la vie à partir de la recombinaison atomique jusqu'à donc la polymérisation des protéines, des lipides, des polysaccharides ainsi que les acides nucléiques. Donc ici le passage évolutif de la frontière entre l'inerte et le vivant. Ici donc les gouttelettes prévivantes, des prototypes et des archétypes de cellules. Donc les conserva d'oparin, c'est donc le processus de conservation analogue à la croissance cristalline, les microsphères de Fox. Et voilà ici. Et voilà encore. Les propriétés générales bien sûr des microgouttes, les étapes successives de la transformation des microgouttes en organismes primitifs, donc par des sélections des conditions physico-chimiques, les transformations des microgouttes en systèmes thermodynamiques ouverts, des structures dissipatives, les vérifications bien sûr expérimentales par les travaux de Fox et par bien sûr les hypothèses de Ilya Prigogine et de Lars Onsager en thermodynamique des processus irréversibles. La croissance et la division des microgouttes, la compétition passive entre les microgouttes, les premiers organismes vivants, donc l'amorce des grandes fonctions vitales, les premières sources d'énergie, donc la fermentation, ici donc. Voilà donc ce qui se passe donc pour la réaction de fermentation alcoolique au niveau des molécules. Donc la molécule de glucose est activée par deux molécules d'ATP qui se déchargent en 2 ATP par hydrolyse. La nouvelle forme activée est du fructose diphosphate. Cette molécule se brise en 2 fronçons constitués par 3 carbones chacune à partir dès maintenant, mais il faut donc multiplier par 2. Pour simplifier, donc nous n'avons représenté qu'une seule chaîne
avec bien sûr du phosphore inorganique présent dans le milieu. Chaque tronçon à 3 carbones réagit. Ce nouveau fragment très riche en énergie va aider à recharger l'ADP en 2 ATP. La mise énergétique, bien sûr, de départ est récupérée. 2 autres molécules d'ATP sont rechargées ou bien sont donc 2 molécules d'ADP sont rechargées donc en ATP. Donc le gain net est 2 ATP. Ici donc la vitesse de synchronisation des réactions biologiques et le rôle des enzymes et leur sélection évolutive. Donc, les enzymes, ce sont les biocatalyseurs des réactions biologiques. Voilà donc la sélection des enzymes. Et ici, les premiers organismes vivants, la reproduction, donc 2 organismes à partir d'une seule, la division bien sûr, la duplication des acides nucléiques, la division bien sûr cellulaire, directe, la scission, le bourgeonnement, les mitoses et ainsi de suite. Ici donc, la synthèse d'une protéine dans un tube ASC part sur des matrices, bien sûr à partir des matrices d'un ARN fabriqué artificiellement. Donc, ce sont les expériences de Nirenberg qui ont conduit au déchiffrement du code génétique. Voilà donc la catalyse A3, donc l'hypothèse de Schramm. Donc ici les débuts de la photosynthèse, les modifications de l'environnement, l'apparition de l'oxygène gazeux et la formation de l'eau à couche protectrice de l'ozone bien sûr, et l'apparition des racines de séparation entre les plantes et les animaux. La respiration, bien sûr, donc, comme un capital énergétique ici. Donc ici donc de la glycolyse à la chaîne respiratoire, au cycle de Krebs dans les mitochondries et la phosphorylation oxydative bien sûr. Voilà donc tableau résumé des principales étapes des évolutions prébiologiques et biologiques. Voilà donc conclusion générale de l'ouvrage. Fin de cet ouvrage, ici donc un index des termes scientifiques utilisés dans cet ouvrage, fort intéressant, de la physico-chimie prébiotique, qui nécessite donc de la thermochimie, de la photochimie, de la radiochimie, de l'électrochimie. Cela dépend bien sûr des sources d'énergie, l'énergie des termes, de la chaleur, donc de l'activité volcanique et de l'activité tectonique de la Terre, les radiations, bien sûr les ultraviolets, de la photochimie, les radiations ionisantes dans le domaine de la radiochimie, ainsi que les décharges électriques, donc le domaine de l'électrochimie. Donc ce sont des domaines donc de la physico-chimie prébiotique, ainsi que le domaine de la cinétique et la catalyse, la chimie des surfaces, la chimie colloïdale, la chimie macromoléculaire, et beaucoup donc de spécialités de la physique et de la chimie, la mécanique quantique pour les transferts donc de charges, et pour donc les transferts de charges surtout par échange, par résonance et par effet tunnel, et bien sûr donc parfois même la physique nucléaire pour les transmutations biologiques. Donc, ce sont des théories donc qui avancent qu'il existe donc des réactions nucléaires à froid ou bien chimiquement assistées qui ont donc contribué à la formation des molécules biologiques. Voilà donc la bibliographie. Ici donc une liste bibliographique de Molecular Control of Cellular Activity de Allen, de Molecular Basis of Evolution de Christian Infanson, un prix Nobel de chimie en 1972, Biological Sciences, Molecule to Man, les origines de la vie de Karl, Secati, la vie et de la cellule à l'homme, l'origine photochimique de la vie de André de Villiers, aussi donc l'origine de la vie, quelques aspects du problème de Florquin, Stanley Fox, The Origins of Pre-Biological Systems and Their Molecular Matrices, la création de l'univers de Georges Gamow, cybernétique et métabolisme dialectique donc de Jean Guillaumeau, aux frontières de l'astronomie de Fred Hoyle, aussi la vie n'existe pas de Kahn, Horizons in Biochemistry de Bernard Pullman et Kasha, aussi The Origin of Life de
Cusin, Molecular Biochemistry de Casower, Du soleil à l'homme de Laborit, Bioenergetics de Leininger, L'origine de la vie sur la Terre de Alexandre Oparin, aussi donc Advances in Enzymology de Patley, la biochimie électronique que nous avons déjà présentée de Bernard Pullman, la genèse de la vie de Rostin, l'origine de la vie de Ruch, la genèse des formes vivantes de Ruher, What is Life de Erwin Schrödinger, la cybernétique des êtres vivants de Stanley Jones, Molecules and Life de Edelhoch et Steiner, Introduction to Submolecular Biology de Albert Szent-Györgyi, c'est un prix Nobel de médecine pour la découverte de la vitamine C en 1937, Teilhard de Chardin, Le phénomène humain, Harold Urey, The Planets, Their Origin and Development, et Norbert Wiener, donc Cybernetics. Donc c'est un ouvrage fort intéressant que je vous le recommande vivement donc, à le lire. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouvel ouvrage de la biochimie, de la biologie, de la biophysique, de la chimie ou de la physique. Merci et à bientôt.